Bonjour, c'est un vrai plaisir pour moi d'être avec vous ce jour dans ce MOOC. Je vais traiter les féminicides. Je me présente, je m'appelle Gilles Lazimi, je suis médecin généraliste au centre de santé de Romainville. Je suis professeur associé en médecine générale en médecine Sorbonne Université et je suis militant associatif à SOS Femmes 93 et au collectif féministe contre le viol. Je vais donc traiter de ce thème. Avant de commencer, j'aimerais qu'on réfléchisse un petit peu au traitement de la presse. Bien que ça change, il y a encore malheureusement des titres de presse qui sont impensables. Il l'aime, elle le trompe, il la tue, c'est donc de la faute de la femme. Elle le quitte, il la tue, fou de jalousie. Il y a la folie et la jalousie qui sont mis en avant. Il n'a pas supporté qu'elle le quitte. Fou d'amour, il la tue, c'est donc la faute de l'amour. Réellement, il faut rappeler qu'un féminicide, c'est pas un crime passionnel, c'est pas un drame passionnel, c'est pas un drame conjugal, c'est pas un coup de folie, c'est un crime possessionnel. Il est important de rappeler la définition de Diana Russell, un crime de haine envers des femmes perpétré par des hommes. Si on reprend les chiffres d'essais au sein du couple, c'est les études de la délégation aux victimes. En 2017, d'après les chiffres de la délégation aux victimes et la direction générale de la police, on voit qu'on a 181 décès qui se décomposent en 130 femmes, 21 hommes, 25 enfants. Ça veut dire qu'il y a une femme tous les 2,8 jours qui est victime de son conjoint ou de son ex-conjoint. Ces chiffres sont importants, ça équivaut à peu près à 19% des homicides en France. Définition du féminicide, c'est le meurtre d'une femme en raison de son genre. Et je reprends le terme de Diana Russell, un crime de haine envers des femmes perpétré par des hommes. Toujours la même stratégie. Les violences psychologiques et physiques étaient bien sûr présentes depuis longtemps. C'est la prise de contrôle radicale d'un homme sur sa conjointe, un homme qui fait tout pour la maintenir sous sa coupe. Rappelez-vous de la stratégie, isolement, dévalorisation, inversion de la culpabilité, menace, peur et assurer son impunité. C'est un phénomène d'emprise qui peut durer des années jusqu'à ce que la femme soit en capacité de décider d'y mettre un terme en voulant reprendre sa liberté. C'est ainsi que la séparation ou la menace de séparation provoque le passage à l'acte, souvent très violent pour les hommes auteurs de féminicide. Cette période de séparation, elle est essentielle et à chaque fois qu'on accompagne des femmes victimes de violences, il faut pouvoir la préparer cette phase de séparation et faire tout au sein du réseau pour l'accompagner. La rupture est vécue comme une dépossession par l'agresseur et ils préfèrent tuer leurs compagnes et leurs enfants plutôt que d'avoir échappé à leur contrôle. Les violences sont extrêmes de la part de ces hommes violents. Et certains féminicides ont lieu aussi lors du droit de visite des enfants quand malheureusement l'autorité parentale n'a pas été suspendue et quand malheureusement l'autorité parentale n'a pas été associée à des visites médiatisées. C'est très important. Certains départements ont mis en place des visites médiatisées avec l'Institut de victimologie notamment. Alors, ces violences sont liées dans l'intimité et le secret des couples? Pas forcément. Et souvent, ces violences, elles étaient antérieures au crime et ne sont pas toujours perçues à la hauteur de leur gravité, ni par les forces de l'ordre, ni par les proches des victimes. Elles sont souvent niées, souvent minimisées, et aussi minimisées par les professionnels de santé. Et selon un rapport de l'inspection générale des services judiciaires, rendu public fin 2019, dans 63% des féminicides, des violences préexistantes auraient pu constituer un signal d'alarme. Et dans 30% des cas, les agresseurs étaient connus de la police et avaient déjà eu des peines. Dans près de 30% des cas, le signalement de la victime à la police n'a pas été transmis au procureur. Et quand une plainte a été reçue, dans 80% des cas, elle a été classée sans suite. Et aucune protection n'avait été proposée aux plaignantes. Dans 35% des cas, les violences étaient connues de la famille, des voisins et des services sociaux.
Alors, c'est certes, le meurtre est souvent un choc, une déflagration pour les proches des victimes, qui sont dans la douleur de ne pas l'avoir envisagé et empêché. Et pour les enfants survivants, près de 60 enfants avaient assisté en 2018 à l'homicide conjugal. Et on sait à quel point les conséquences psychotraumatiques pour ces enfants sont majeures. Des protocoles ont été mis en place pour un hébergement immédiat de ces enfants en milieu hospitalier, afin d'éviter aussi leur hébergement à la famille du meurtrier. Pour y remédier, il faut sensibiliser la société dans son ensemble, et les femmes victimes en particulier, sur les violences conjugales, sensibiliser sur les dispositifs d'aide, sur la mise en place de campagnes répétées, mais il faut, de concert, augmenter notablement, de façon notable, les moyens d'accueil, les moyens d'hébergement de ces femmes victimes et de leurs enfants par des associations spécialisées. Il faut généraliser le repérage systématique des violences par les professionnels de santé pour lever l'isolement, lever la honte, lever le sentiment de culpabilité des victimes, les aider à comprendre la stratégie qui a été mise en place, respecter la volonté des femmes, les valoriser, aider à la prise de conscience et pouvoir les accompagner pour sortir des violences. Il faut des formations pluriprofessionnelles et associatives et la création de réseaux coordonnés de prise en charge. Il faut des interventions des voisins dès qu'ils ont connaissance, des violences de la famille, des collègues. Il faut un meilleur traitement des signalements par la police et la justice. Il faut que toute plainte soit instruite et il faut que toutes les victimes puissent bénéficier d'une protection au sortir des commissariats. Une ordonnance de protection doit être systématique. Toute plainte doit mener à une condamnation ou un éloignement du conjoint violent. Il faut des hébergements sécures pour les femmes et leurs enfants. Il faut que ces hébergements soient disponibles pour les protéger afin de leur permettre de se poser, d'être aidés, d'être accompagnés et surtout d'être protégés. Il faut faire cesser le déni, la minimisation des violences conjugales, faire appliquer des lois qui existent, former les magistrats, mettre à disposition des téléphones grand danger, des bracelets électroniques avec interdiction d'approcher, suspendre temporairement ou définitivement l'autorité parentale en cas de violence conjugale, notamment en cas de présence des enfants, c'est une circonstance aggravante, mettre en place des visites médiatisées pour les enfants quand le droit de visite est maintenu. Et puis, je tiens à rappeler, c'est très important, cette ordonnance de protection qui existe depuis 2010, depuis 10 ans, et qui est insuffisamment prescrite. L'ordonnance de protection, c'est une possibilité offerte à la personne qui se déclare victime de violence conjugale, indépendamment de la plainte pénale, et qui permet vraiment de protéger la femme et ses enfants. Donc, l'ordonnance de protection, elle permet au juge des affaires familiales de protéger en urgence une victime, ses enfants, et de statuer sur des mesures relatives aux enfants et au logement. Je les rappelle. Je rappelle donc l'importance de l'ordonnance de protection. Le juge aux affaires familiales peut prononcer des mesures essentielles, l'interdiction d'entrer en contact avec les victimes, l'interdiction pour l'agresseur de détenir une arme, l'attribution du logement à la victime, la fixation des modalités d'exercice de l'autorité parentale, éventuellement la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants, et puis aussi la mission provisoire à l'aide juridictionnelle qui peut être sollicitée. Donc c'est vraiment un dispositif majeur et il faut qu'il soit utilisé comme il le devrait. Merci à vous.